Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre du redressement productif. Les prévisions de la Commission européenne concernant la France sont tombées hier et elles sont beaucoup moins optimistes que celles du gouvernement. Il prévoit un déficit beaucoup plus important que les 3% promis et surtout un chômage très élevé, très longtemps. Est-ce que c'est la Commission qui se trompe ou est-ce que c'est le gouvernement ? Je crois que nous allons essayer de sortir des pronostics parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est les résultats. Et les résultats, il y en a. Entre 2012 et 2013, ce ne sont pas des pronostics, ça c'est ce qui a été enregistré en 2013, qui a été pourtant une année difficile. Nous avons diminué par 2 le nombre d'emplois perdus. La balance commerciale s'est améliorée. Vous avez diminué, attention, vous avez diminué divisé par 2 le nombre d'emplois perdus. Ça veut dire qu'il y en a encore toujours la moitié qui se perd. Bien sûr. On n'est pas passé dans le négatif. On va encore continuer, mais ça veut dire que nous avons réussi à faire cet effort. Deuxièmement, on a inversé la courbe du chômage des jeunes. Il y a depuis 6 mois une baisse du chômage des jeunes. Ça fait 30 000 chômeurs en moins pour les moins de 25 ans, ça fait 30 000 jeunes au chômage de moins, donc nous avançons. Nous avons stoppé l'hémorragie des plans sociaux. Sauf que si vous avez besoin de le marteler, c'est peut-être justement parce que déjà, les Français le perçoivent je peux même pas le dire. Vous m'empêchez de le faire. On les a quand même beaucoup entendus ces chiffres-là, Arnaud Montebourg. Vous pouvez les redire si ça vous fait plaisir, si ça vous réchauffe le cœur. Mais cela dit, les Français, eux, ne le perçoivent pas complètement. Mais les Français ne le perçoivent pas parce qu'on peut pas le dire. Donc je vais commencer déjà par l'expliquer. Allez-y, on a compris, le chômage des jeunes a baissé. Non, il n'a pas baissé, nous avons inversé. On n'a pas réussi à inverser la courbe du chômage pour tout le monde, notamment des seniors, mais pour les jeunes, ça fait 6 mois, sans interruption, que le chômage des jeunes diminue. C'est quand même déjà pas mal, d'autant que la jeunesse s'inquiète à juste titre. L'hémorragie des plans sociaux, il y avait en 2009, je vous donne le pic de la crise, 2245 plans sociaux. On est redescendu en dessous, à peu près au niveau de 900, c'est-à-dire avant crise. Je dis pas que c'est parfait, mais au moins on a retrouvé une certaine normalité. La production industrielle, ça c'est intéressant parce que quand la production industrielle repart dans un certain nombre de secteurs, ça veut dire que des emplois vont être créés. C'est pas tout de suite, mais ça va venir. Donc j'ai quand même à vous dire que nous avons des résultats. Industrie automobile, puis plus 8,2. Fonderie, c'est les fondeurs. Plus 10,3, les métallos, la métallurgie, plus 7,2. Ça, c'est le dernier trimestre de l'année 2013. Je pourrais vous dire, horlogerie, plus 19. Fabrication de piles, plus 13. Fabrication de textiles, plus 8. Donc, comme le dit d'ailleurs ce journal qui n'est pas un journal bolchevique, l'usine nouvelle, ça repart timidement, mais ça repart. Alors pourquoi est-ce que la Commission... Le Monde, comme le dit Le Monde... On va pas faire la revue de presse. Mais si, je vais la faire parce qu'il faut quand même qu'on puisse dire 2-3 choses. Est-ce que la Commission européenne ne vous entend pas ? Non, mais la Commission européenne fait des pronostics, moi je vous donne des résultats. Elle vous croit pas visiblement. Non, mais moi, écoutez, la Commission européenne, elle fait des pronostics, moi je prends les résultats. Et j'apprécie quand, en effet, on voit les premières éclaircies de l'économie française, vitalité des start-up, rebond de l'investissement après 2 ans de recul, création de 14 000 emplois en fin d'année, croissance de 0,3 en 2013, les indicateurs s'inversent enfin. Donc la question, c'est savoir quelle va être notre trajectoire pour que la reprise soit dopée. Qu'est-ce qu'on fait après ? C'est ça qui nous intéresse plutôt que les pronostics, monsieur Olliren. Bon, ils sont très bien, mais enfin, nous préférons travailler sur les résultats. Il y a quand même un point qui est extrêmement important, c'est que la France s'est engagée à respecter les 3% de déficit. Sauf que justement, dans ces prévisions, les prévisions d'Olliren, comme vous dites, eh bien finalement, ils disent que ce ne sera pas du tout en dessous des 3%. Ma question, c'est tout simplement, au pire du pire, Arnaud Montebourg, si c'est pas respecté ce 3%, est-ce que c'est grave ? Écoutez, moi, mon sujet, c'est le chômage. C'est d'abord ça. C'est ce que les gens attendent. C'est ce que les Français nous ont demandé de régler. Donc si pour faire remonter le chômage, il faut un peu plus de déficit. Je vais vous dire, on peut combattre. Il y a un moyen pour combattre le chômage et le déficit en même temps, c'est la croissance. Or, la croissance, il ne faut pas que la multiplication des plans d'austérité dans tous les pays européens conduise à la hausse du chômage partout et la baisse de la croissance, c'est-à-dire la récession. Donc, il va falloir que nous discutions de ça, y compris 53 milliards de dépenses en moins, c'est pas de la récession, ça, c'est pas justement de l'austérité, ça. La question, c'est d'en discuter, je crois, d'abord avec les entreprises. C'est l'objet du pacte de responsabilité. Qu'est-ce que le pacte de responsabilité ? Ça donne l'impression d'être un peu abstrait. C'est quand même un grand compromis national entre toute la nation, les Français, et l'entreprise, qui crée l'emploi. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on échange pétrole contre nourriture, si je peux prendre cette expression. C'est mieux. C'est-à-dire que nous faisons des efforts pour diminuer le poids qui pèse sur les entreprises pour que celles-ci embauchent. C'est ça l'esprit. On va en parler dans un instant. Simplement, on était sur l'emploi. Ce soir, vous le savez, il y a les fameux chiffres du chômage, les premiers de l'année qui tombent. Est-ce qu'enfin, vous pouvez espérer que ça s'inverse ? On l'espère.
on l'espère. Moi, je ne suis pas chargé de ça, donc Michel Sapin donnera les informations, moi je les ai pas. Enfin, vous dites c'est quand même notre objectif à tous. Oui, c'est ça. C'est notre obsession. C'est notre obsession, bien sûr. Qu'est-ce que je fais quand j'organise la résistance économique au ministère de redressement productif? Nous sauvons l'aluminium, nous sauvons les papeteries, nous sauvons un certain nombre d'outils industriels, l'électroménager avec Fargorbrandt, la pétrochimie avec Chemwan, et je peux vous dire qu'on a des résultats. C'est 10 000 emplois préservés. PSA, c'est 100 000 emplois. On a décidé d'entrer au capital. C'est le retour de l'État. Sauf que sur les chiffres du chômage, Michel Sapin, ce matin, il dit il doit y avoir moins de chômeurs à la fin de l'année. Donc en fait, on repousse d'un an, quoi. Non, mais nous souhaitons aller vite. Et je crois que la question aujourd'hui est celle qui est fondamentale de la remise en marche de l'économie. Elle a donné des signes d'avancée, la presse le constate, c'est important, mais nous devons doper cette ruée. Donc il y a deux outils. Alors le pacte, justement, c'est vendredi que les partenaires se réunissent au MEDEF pour en parler. L'objectif, c'est évidemment de libérer, vous le disiez, la création d'emplois, sauf que les prévisions, elles sont décevantes. Le Haut Conseil au financement de la protection sociale remet aujourd'hui un rapport à Jean-Marc Ayrault, et ils estiment que ce pacte, il va permettre de créer 300 000 emplois, alors que le MEDEF disait 1 million et que vous disiez carrément 2 millions. Non, c'est pas du tout. Il faut regarder. Le Haut Conseil parle de 10 milliards, c'est-à-dire les 10 milliards supplémentaires, alors qu'on a déjà fait l'effort de 20 milliards. Donc le tout, ça fait 30 milliards. Donc on est à peu près. Là, on parle. Mélangeons pas tous les chiffres. Je suis en train de vous répondre. Oui, mais les chiffres de l'emploi. Mais c'est ça, je suis en train de vous répondre. Alors, il suffit que juste vous me laissiez terminer ma phrase. C'est juste ce que je demande. Mais vous mélangez les chiffres. Non, pas du tout. Pour 10 milliards, c'est 300 000 emplois. Or, c'est 30 milliards. Donc on n'est pas loin de 1 million proposé par Gattaz. Moi, je pense qu'on peut démontrer qu'on peut faire mieux. Pourquoi? Parce qu'on a fait entre 97 et 2002, 2 millions 2. On a créé en France net, en enlevant les destructions, il restait 2 200 000 emplois entre 97 et 2002. Donc on est capable de le faire. L'économie française sait créer des emplois. Il faut s'en donner les moyens. Et de ce point de vue, nous avons besoin de réitérer cet exploit parce que la France a des records de chômage et nous devons travailler en ce sens. Ce matin, Arnaud Montebourg, on retient du coup quoi comme chiffre? 300 000 emplois, 1 million d'emplois ou 2 millions d'emplois? J'ai un peu l'impression de jouer à la roulette. Non mais ça ne se négociera qu'avec les partenaires sociaux. C'est à eux de nous dire quels sont les efforts qu'ils sont prêts à faire. Et notamment le patronat. Moi je rencontre des tas de patrons. Et vous estimez qu'ils peuvent faire, qu'ils ont les moyens, qu'ils ont la capacité? Il y a 650 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Si nous ne nous attaquons pas aux chômeurs déjà existants et qu'on ne crée que les emplois des nouveaux arrivants, le chômage ne diminuera pas. Et ça, l'objectif du million, moi je crois que c'est ce que l'économie est capable de créer naturellement. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Monsieur Le Pen. Donc il va falloir quand même à un moment ou à un autre mettre un chiffre sur la table, quoi. Je crois qu'il va falloir que partout sur les territoires, toutes les entreprises elles-mêmes disent écoutez, moi je suis prêt à faire ça, et on rassemble les copies. Partout, dans toutes les sous-préfectures, là où il y a les PME, c'est les PME qui créent de l'emploi. Donc, il y a des branches qui sont prêtes à avancer en contrepartie d'un certain nombre d'efforts. Il faut qu'elles mettent les chiffres. Vous avez sorti le mot contrepartie. Oui, les contreparties. Ça s'appelle les contreparties. C'est ça qu'on est en train de discuter avec vous, madame. Oui, sauf que c'est un mot qui est de moins en moins utilisé. Vous le remarquerez, ni par Pierre Moscovici, ni par Jean-Marc Ayrault, qui parle d'engagement. Vous sortez le mot. Voilà. Mais c'est normal, dès lors que vous demandez aux Français des efforts et des sacrifices. C'est normal qu'il y ait des contreparties. C'est normal. C'est évident. Donc les entreprises devront accepter à un moment de mettre un chiffre sur la table. Je crois que il faut pas dire que ce sont des contraintes. Il faut que les entreprises elles-mêmes s'engagent volontairement à ce sujet. Vous y croyez en tout cas? Moi, je croise des petits patrons qui me disent moi je suis prêt à le faire et j'ai le soutien de mes salariés pour le faire. Si on me donne la lisibilité, la clarté de la mesure, ils diront moi en contrepartie je peux faire ça. Voilà. Et le feront volontairement. Donc si on fait ça dans toutes les entreprises, et je crois qu'il y a un patronat qui est très volontaire. Pourquoi? Parce que ils vivent dans un univers où eux-mêmes voient bien que la destruction économique est déprimante. Donc ils ont besoin eux aussi de participer à l'effort national. Et je crois qu'ils y sont capables et ils veulent le faire. C'est le grand retour de l'État dans l'économie. Ça c'est votre combat. La semaine dernière vous montiez au capital de PSA et puis vous annonciez la création de la Compagnie nationale des mines. Alors là on a un peu l'impression de jouer au Monopoly. Ça va servir à quoi? Comme vous le savez, il y a beaucoup de grands pays qui ont des grandes industries de transformation, transforment les métaux, l'acier, l'aluminium, qui ont pris la précaution de sécuriser leurs approvisionnements et finalement de se porter dans la bataille des minerais et d'être présents. C'est le cas du Japon qui a une compagnie publique
C'est un grand pays, c'est la 3e puissance mondiale. Nous sommes la 5e, le Japon est 3e. Ils ont construit une compagnie publique qui a un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Les Allemands, eux, ont fait le choix. Donc en plus, c'est rentable. Très rentable. Ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent investi. C'est de l'argent des Français d'ailleurs, investi. Nous devons d'ailleurs regarder ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands ont aussi une puissance industrielle importante, ont uni l'ensemble des industries de transformation pour faire une sorte de groupement d'entreprises pour se porter sur la sécurisation de leurs approvisionnements. Sait-on par exemple dans les téléphones portables, on utilise des matériaux rares. Le lithium qu'on ne sait pas encore pour l'instant récupérer et recycler, même si nous y travaillons dans le cadre de mes plans industriels d'esprit écologique. Mais en tout état de cause, par exemple, la fibre optique, sait-on qu'il y a là un métal rare qui s'appelle le germanium. Tout ça, ça serait dans la Compagnie nationale des mines. Nous souhaitons que cette compagnie sécurise l'approvisionnement, travaille sur l'exploration des ressources, parce que nous avons un grand savoir-faire, nous sommes un grand pays minier depuis toujours. Nous avons un bureau, le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, qui a des savoir-faire extraordinaires, qu'il vend aujourd'hui aux autres pays. Et puis surtout, il y a une demande des gouvernements du monde qui nous disent « Mais où est passée la France ?» Nous n'avons que des majors minières, des multinationales qui ne pensent qu'à leur profit. Nous voudrions passer un accord avec une compagnie nationale française. Vous venez de parler de la question de l'exploitation. Vous dites que là-dessus, on est bon. Est-ce que si on trouve une manière d'exploiter le gaz de schiste proprement, ça pourrait passer par la compagnie non, des mines. Parce que le gaz de schiste, ce n'est pas les minerais, ce n'est pas les matériaux. Donc il n'y aura jamais de gaz de schiste dans cette compagnie nationale des mines. Ce n'est pas fait pour ça. C'est une compagnie qui s'intéresse à l'approvisionnement en minerais et matériaux industriels. Donc ça n'a aucun rapport, et d'ailleurs ce n'est pas du tout l'objectif de cette compagnie. Il pourrait y avoir une autre compagnie à côté, justement, sur des questions comme le schiste. Nous n'en sommes pas là, comme vous le savez, nous sommes plutôt à nous interroger. Le débat est aujourd'hui ouvert en France, nous n'en sommes vraiment pas là. Est-ce que ça a du sens, justement, d'être ministre de l'Industrie quand on n'est pas ministre de l'Énergie ? Écoutez, tous les pays ont fait cette union. Il y a, c'est vrai, aujourd'hui une analyse qui est assez convergente, qui montre que finalement il y a une redistribution des cartes géopolitiques mondiales à cause du prix de l'énergie. La révolution des gaz de schiste aux États-Unis d'Amérique a eu pour conséquence de faire de cette région qui s'appelle les États-Unis une région de relocalisation parce que c'est une région low cost. Ça a été leur chance. La Chine, c'est le coût du travail. Et les États-Unis, maintenant, c'est le coût de l'énergie. Donc évidemment, nous sommes coincés entre ces deux grandes puissances, l'une qui nous prend nos industries parce que le coût du travail est trop faible, et l'autre qui est en train de reprendre un certain nombre d'industries parce que le coût de l'énergie est trop faible. Ce serait quand même plus logique que vous soyez aussi ministre de l'énergie, quoi. Je ne le crois pas. Je crois que ça, c'est des choix institutionnels. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que nous ayons une vision commune du rôle que joue l'énergie dans la production industrielle. Et mon travail comme ministre en charge de la renaissance industrielle, c'est de dire à mon ami Philippe Martin, le ministre de l'Énergie, au président de la République, attention, si les prix sont trop hauts chez nous, les entreprises vont délocaliser. Voilà pourquoi nous devons faire attention de donner à l'industrie qui utilise beaucoup d'énergie des prix faibles. Il se trouve que grâce au nucléaire, nous avons pu avoir des prix modérés. Ce qui nous a permis d'ailleurs de préserver quand même l'essentiel de notre industrie. Et c'est pour ça que le gaz de schiste pourrait aussi être une chance. De ce point de vue-là. Le gaz de schiste pose beaucoup de problèmes, je le rappelle. J'ai voté la loi qui interdit la fracturation hydraulique et sans aucun regret, parce que le gaz de schiste est polluant et pollue irrémédiablement les sous-sols. Mais si on trouve une technique par la recherche technologique qui permet de régler le problème de la pollution, ce qui on commence à entrevoir l'idée que ça existe. Ça n'est pas impossible, il faut y travailler. Pourquoi vous en parlez avec les chercheurs? Il y a beaucoup de gens qui en parlent, tout le monde, le débat est ouvert. Il y a un débat entre Madame Duflot et Monsieur Beffa. Monsieur Beffa dit nous voulons conserver la fracturation hydraulique. L'industrie pétrolière, par exemple, n'est pas du tout d'accord avec ce que je dis. L'industrie pétrolière dit nous voulons la fracturation hydraulique telle qu'elle existe aux États-Unis. Et nous disons non parce que c'est polluant et les Français ont raison de ne pas en vouloir. On a l'impression que vous vous rêvez en nouveau Colbert. Est-ce que vous feriez un bon Premier ministre, Arnaud Montebourg? Écoutez, je n'ai pas d'ambition autre que celle de mettre en œuvre le retour de l'État. Non, mais est-ce que vous feriez un bon Premier ministre? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Vous n'êtes pas capable. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas à moi de le dire. Et c'est très difficile pour moi de répondre à une question, d'ailleurs, un peu audacieuse de votre part, si vous me le permettez. J'espère que j'ai un peu d'audace. Je préfère vous parler de mon travail. Jean-Marc Ayrault, il trouve que vous faites de la provocation. Le Canard enchaîné de ce matin rapporte ses propos, je le cite. Montebourg provoque inutilement les écolos. Il provoque la Banque Centrale Européenne. Montebourg parle pour ne rien dire. Il fait du cinéma. Vous faites du cinéma? Écoutez, je ne crois pas que le Premier ministre
ministre m'est téléphoné pour me dire ça. Donc je n'ai pas d'informations de cette nature. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous défendons une conception de l'euro. Où les Européens... On a parlé d'Europe, on a parlé d'euro. Non, on n'en a pas du tout parlé. On a parlé d'Europe. On a parlé d'Europe. Pas dans votre émission, en tout cas. Bon. Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire sur l'euro? Simplement, c'est quand même. Vous me parlez d'anecdotes. Moi, je vous parle de choses fondamentales. C'est quand même assez étrange. Vous dites que je suis un peu audacieuse, mais du coup, vous transformez. Simplement, je voudrais juste qu'on. Excusez-moi. Moi, je voudrais quand même qu'on parle de sujets qui intéressent la population. Mais vous le sentez bien, ça intéresse aussi la population de voir que malgré tout, il y a une crise de. Les ragots du canard enchaîné. Non, mais écoutez, d'autorité quand même à la tête de l'État. J'ai juste à vous dire que je ne fais pas de provocation. Est-ce que je peux le dire? Vous ne faites pas de provocation. À l'égard des Verts, par exemple, vous ne faites pas de provocation. Mais non, on ouvre des débats qui sont justes et justifiés, qui sont des débats que tous les pays mènent. Sur la question de l'euro, est-ce que vous savez que, par exemple, que Schneider Electric, Michelin, Lafarge, Ariane Espace, Airbus, beaucoup d'industriels italiens disent l'euro est trop cher et que nous ne pouvons plus exporter. C'est-à-dire que le peu de reprise qu'on est en train d'avoir, ce que je vous expliquais tout à l'heure, est en train d'être dévoré par l'appréciation de l'euro. Donc, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'euro n'appartient pas à la Banque Centrale Européenne, car la Banque Centrale Européenne doit mettre en œuvre la politique de change. Mais vous le dites depuis 21 mois. Non, je n'ai pas pu le dire sur votre antenne, donc je termine ma phrase, depuis 21 mois, vous l'avez beaucoup dit. Et on voit que finalement, vous en êtes toujours au même point. Non, pas du tout. D'abord, ça fait pas 21 mois, ça fait à peu près depuis que l'euro s'est apprécié, c'est-à-dire depuis un mois. Et comme je n'ai pas été invité sur votre antenne, vous me permettrez que je le dise. Eh ben, vous l'êtes ce matin. Aujourd'hui, qui est chargé de fixer le taux de l'euro? Cher ou pas cher? Par la Banque centrale. La Banque centrale doit exécuter la politique de change définie par les politiques. Donc dans le traité de l'Union européenne, cela relève des chefs d'État et de gouvernement. Voilà pourquoi il est nécessaire. Et vous allez le faire? Voilà pourquoi il est nécessaire d'en parler et de poser cette question. C'était pas pour rien que tous les industriels commencent à le dire. En parler, oui, mais le faire. Un certain nombre de dirigeants. Mais il suffit de le faire. Voilà, il suffit de le faire. Bah alors, faites-le. C'est de la responsabilité du président de la République. Sur la provoque, vous parliez de la provoque vis-à-vis de l'euro, c'est là-dessus que vous répondiez. Mais vis-à-vis des Verts, est-ce que les Verts, eux, ne font pas de la provocation? La semaine dernière, Jean-Vincent Placé a dit de vous que vous étiez un ministre inutile. Bah écoutez, je suis le ministre qui met en œuvre tous les plans industriels écologiques. C'est-à-dire les bornes de recharge. Donc les Verts devraient être contents, finalement. Ah, je crois que je suis le ministre qui met en œuvre la politique écologique du gouvernement. Les véhicules électriques, les avions électriques, les bateaux écologiques, les bornes de recharge pour que chaque Français puisse accéder à des véhicules non polluants. Nous faisons tout cela. Donc je ne comprends pas. La rénovation thermique des bâtiments, où nous allons permettre aux Français d'accéder à un pack Made in France permettant de couper la facture énergétique. Tout ça, c'est mon travail. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Claude Barthelone, hier, disait si les Verts quittaient le gouvernement, ce serait une catastrophe. Franchement, ce serait une catastrophe. Écoutez, moi je crois que tout cela relève des dirigeants de la majorité. Moi je ne suis pas un dirigeant, je suis un exécutant. Donc vous vous dites s'ils sont là, ils sont là? S'ils partent, ils partent. On fait. Moi, je suis un soldat dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on me dit de faire, je fais. Mais je défends des convictions. Je préfère faire ça. C'est plus utile que de se poser la question de savoir qui va avec qui se défait de qui et comment tout cela fonctionne. Je n'ai pas de réponse à vous donner à vos questions politiciennes, madame. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, on le voit, le problème, c'est que la politique politicienne, comme vous dites, elle prend beaucoup de place, et notamment dans le spectacle. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, les bancs de l'opposition seront vides. Les députés UMP protestent parce que Manuel Valls a dit hier de Claude Guasguen qu'il venait de l'extrême droite. Donc finalement, c'est le jeu de la provoque d'un côté comme de l'autre? Écoutez, je crois que c'est un grand classique de l'arène parlementaire. Je pense qu'il faut s'attacher au contenu. C'est plus intéressant. Donc vous auriez préféré qu'ils reviennent cet après-midi, les députés UMP? Ils reviendront de toute façon, non? Vous ne croyez pas? Oui, donc finalement tout ça c'est pour rien? C'est beaucoup de bruit pour rien, c'est une tempête dans un verre d'eau. La loi Florange a été adoptée justement lundi, donc il y a quand même des choses qui se font, sauf que beaucoup estiment que cette loi, elle correspond pas aux promesses, que c'est maigre. Est-ce que c'est une deuxième trahison de Florange? Il y a des progrès dans cette loi. C'est que quand l'entreprise décide de fermer un site qui est rentable et considéré comme tel, elle est sanctionnée. Sauf que ce sera seulement les entreprises de plus de 1000 salariés. Oui, mais c'est ces grandes entreprises qui refusent parce qu'elles ne veulent pas donner à leurs concurrents. C'est les cas qu'on rencontre.
C'est-à-dire qu'on rencontre très peu de petites entreprises qui refusent de se vendre. Ça n'est pas vrai. Nous rencontrons des grands groupes qui décident d'intervenir parce qu'ils ont un poids sur le marché, de dire on ferme parce que nous voulons faire les prix. Et c'est là qu'on a un problème. Je crois que cette loi est un progrès. On va finir sur un peu d'art. Aujourd'hui, à Beaubourg-Metz, il y aura une exposition qui s'ouvre sur des photos de paparazzi. Vous-même, vous venez de porter plainte contre des photos volées. Est-ce que c'est de l'art, ces photos volées? Écoutez, je crois que c'est surtout une activité licite, puisque la loi punit, et d'ailleurs, cette activité consistant à publier des photos volées est punie par la loi. Donc le fait qu'un musée national en fasse l'exposition... il y a toujours de l'art en tout. Et d'ailleurs, je considère que même dans l'illicéité, on peut parfois y voir une expression artistique. Mais je n'irai pas voir cette exposition. Merci Arnaud Montebourg d'avoir été notre invité ce matin.